C'est bon pour le son? Super. Merci déjà d'être présent aujourd'hui en cette fin de journée. Je suis venu vous parler d'une révolution technologique qui est encore un peu silencieuse, mais qui implique... Oh, merci. Donc je suis venu vous parler d'une révolution technologique aujourd'hui qui est encore un peu silencieuse, mais qui finalement intègre beaucoup d'acteurs industriels autour de l'énergie et du bâtiment et qui commence à faire de plus en plus de bruit dans le domaine des objets connectés. Parce que cette révolution, quand on réfléchit au réseau sans fil, eh bien, on a souvent l'exemple d'un réseau cellulaire. Donc la dernière panne de réseau qu'on a eue quand on était au téléphone et qu'on n'a pas réussi à finir notre conversation, ou quand on voit encore ce type d'antenne cellulaire qui défigure quand même pas mal le paysage. Donc aujourd'hui, la révolution technologique, elle est dans l'infrastructure, elle est dans la manière dont on va connecter les objets. Et l'idée, c'est que derrière cette révolution, il y a une société qui s'appelle Wirepass, donc une société finlandaise qui travaille dans le domaine des objets connectés depuis un peu plus de 20 ans maintenant. Et concrètement, la principale caractéristique de Wirepass, c'est de proposer une solution de connectivité qui, depuis un peu plus de 20 ans maintenant, est pensée pour selon la philosophie de la nature, c'est-à-dire qu'en gros, l'idée est partie de comment communiquer les abeilles dans une ruche. Elles communiquent de façon, on peut dire, décentralisée. Et le but, c'est que chaque abeille est autonome dans la ruche et est capable de travailler et contribuer à la ruche. Donc l'idée derrière ça, c'est de dire que un objet dans le réseau, il est aussi capable de travailler à la qualité du réseau et à la fiabilité. Donc ça, c'est un petit peu la philosophie qui est derrière. Pour ma part, je suis là. J'ai rejoint Wirepass en 2020 et concrètement, j'ai travaillé à l'époque où on était encore un simple fournisseur de protocoles propriétaires. Mais je suis très ravi maintenant de dire qu'on est aussi un des principaux contributeurs d'un nouveau standard international dont je vais vous parler un petit peu plus aujourd'hui. Donc l'histoire, elle a démarré il y a un petit peu plus de 5 ans, en 2019, et elle est partie de deux de nos experts qui ont travaillé sur différentes bandes de fréquences et ils ont toujours eu en tête le fait que la bande du DECT, donc les anciens téléphones sans fil, qui est sur le 1,9 GHz, est un peu la fréquence d'or. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'objets sur ce type de réseau, il y a très peu de communication, donc très peu de conjection. Et surtout, c'est une bande qui est disponible à l'international. Donc ça veut dire que potentiellement, on peut opérer n'importe où dans le monde. Donc ils sont partis de ce constat-là et ils ont développé un nouveau protocole en disant, voilà, on veut lancer un nouveau standard. Et la première étape fut en 2021 où on a été approuvé par l'ETSI. Donc ça vous parle l'ETSI? Oui, j'imagine pour la plupart. Ok. Donc l'organisme européen des télécommunications. Et donc ce standard a été développé et certifié par l'ETSI en 2021, comme vous pouvez le voir à l'écran, mais aussi avec l'ITU. Donc l'ITU, c'est l'organisme international des télécommunications, c'est ce qui régit notamment la 5G, et c'est ce qui en fait une technologie de 5e génération, pour les raisons que je vais vous présenter juste après. Mais concrètement, voilà, on est passé d'un standard qui s'appelait le DECT 2020, parce que démarré en 2020, puis DECT NR+, et maintenant on a retenu la notion de NR+, pour nouvelle radio, et le plus étant le potentiel d'application qu'on va pouvoir rajouter sur cette radio. Au niveau du standard, pour être certifié technologie 5G, il fallait répondre à 2 des 3 critères que vous voyez à l'écran. Donc on a tous en tête la 5G pour le haut débit, notamment dans les téléphones. Nous, on s'est dit qu'il y avait autre chose à jouer pour les objets connectés, puisqu'on n'a pas forcément besoin d'un très haut débit. En tout cas, ce n'est pas l'objectif principal des objets connectés. Donc on a plutôt travaillé sur l'aspect densité, être capable de supporter un très grand nombre d'objets. Et puis comme il fallait pouvoir supporter aussi la latence, on a aussi travaillé sur cet aspect-là, et c'est là où la bande du DECT apporte une caractéristique particulière, puisque technologie cellulaire, et donc on va pouvoir travailler sur ces aspects latence aussi au niveau du standard.
Donc on a pu respecter ces deux principales caractéristiques, et c'est ce qui a fait qu'on a obtenu la certification de technologie 5G avec cette bande de fréquence. Donc ce qu'il faut voir, c'est que NR+, c'est plus qu'un protocole, c'est vraiment une architecture, dans la mesure où on va pouvoir opérer son propre réseau, donc on parle vraiment d'un réseau privé, et qui est à la fois autonome, puisque l'objectif derrière ça, c'est que chaque objet va pouvoir prendre des décisions à son échelle et être capable de opérer le réseau lui-même. Donc c'est un réseau qui potentiellement est déployable par tous, parce qu'il n'y a pas besoin de compétences particulières, il n'y a pas besoin d'un opérateur pour pouvoir le déployer. C'est utilisable partout, puisque la bande de fréquence 1,9 GHz est quasiment disponible partout. Je le montrerai un peu après. Et surtout, un des principaux bénéfices, c'est que dans cette bande de fréquence, on a 20 MHz qui sont disponibles. Donc on a un spectre de 20 MHz qui est parfaitement disponible pour les applications IoT. Et donc là, c'est un très gros bénéfice, puisque on va pouvoir supporter une très grande quantité d'objets, puisqu'on n'a pas de congestion. Et surtout, on va pouvoir travailler avec une redondance, une fiabilité du réseau qui est extrêmement importante. Donc je le disais, on est sur une fréquence qui est quasiment disponible partout. On travaille actuellement par exemple avec l'Inde pour qu'elle soit disponible aussi en Inde. Elle est déjà disponible partout en Europe, aux États-Unis et en Australie, Nouvelle-Zélande notamment. Donc quelque part, c'est un gage de souveraineté puisque vous allez pouvoir déployer une solution que vous allez opérer vous-même dans tous les différents pays. On parle d'un standard, donc forcément quelque chose qui est aussi durable et pérenne dans le temps. Forcément, les aspects réglementaires font que vous allez pouvoir vous assurer que la solution que vous déployez, elle sera pérenne dans le temps. Et il y a une notion de transparence qui est garantie aussi, puisque nous, on est un des principaux contributeurs, mais on travaille avec d'autres acteurs de l'IoT, donc par exemple Nordic Semiconductor pour ce qui est des composants électroniques. On travaille avec d'autres acteurs sur les aspects sécurité. Donc tout ça garantit une certaine transparence au niveau du standard. Alors un des premiers bénéfices de tout ça, c'est qu'on est sur des réseaux qui sont extrêmement scalables. Théoriquement, on peut aller jusqu'à 4 milliards d'objets dans un réseau. Tout ça, c'est parce qu'on a un système d'adressage sur 32 bits qui permet un adressage dynamique et donc d'aller jusqu'à de très très grands nombres d'objets dans le même réseau. Mais la caractéristique principale et surtout un des apports de la technologie qu'on a apporté, enfin de ce qu'on a pu apporter chez Wirepass, c'est qu'on travaille sur des réseaux décentralisés. Donc autrement dit, on va être capable de créer des clusters et chaque objet dans le cluster va être capable de prendre des décisions à son échelle. Et donc il suffit qu'un objet qui a créé son propre cluster perde un objet ou disparaisse, le réseau va se auto-guérir, c'est pas forcément très français, mais il va s'auto-guérir pour retrouver une route vers une porte de sortie. L'autre intérêt, c'est qu'on peut avoir plusieurs portes de sortie dans le réseau. Et donc l'idée, c'est que ces portes de sortie, soit elles connectent vers un réseau Internet ou vers un cloud, soit elles connectent vers un réseau en local. Et on revoit ici qu'il n'y a pas forcément de notion d'opérateur. Donc ça, c'est un des premiers bénéfices, c'est l'aspect scalabilité qui est apporté par le réseau décentralisé. Le deuxième bénéfice, c'est la notion de densité. Donc on a fait des études et on est capable d'avoir une densité jusqu'à 1 million d'objets par kilomètre carré. Donc là, vous avez une petite photo de la ville d'Aravi à côté de Mumbai. Donc on imagine que chaque maison équipée d'un compteur électrique, par exemple, va générer une densité extrêmement importante et il faut être capable de pouvoir supporter cette densité. Et c'est une des caractéristiques principales du protocole, justement par rapport à cet aspect décentralisé. Un autre aspect, c'est la notion de latence. Donc on est capable de gérer une latence à moins d'1 milliseconde par saut, par lien. Donc là, c'est justement parce qu'on est sur une technologie cellulaire. Et donc on va être capable de générer une très faible latence au niveau de chaque lien. Un autre aspect qui est prévu dans le standard, c'est que les objets qui sont routeurs sont capables de s'endormir. Et donc là, on va gérer une fonction d'endormissement qui va optimiser l'efficacité énergétique pour chaque objet.
Alors, c'est des choses qui sont prévues dans le standard, qui sont en cours d'implémentation. Nous, chez Wirepass, par exemple, on y travaille, c'est dans notre roadmap. Mais c'est l'idée de pouvoir travailler sur des objets qui vont optimiser leur efficacité énergétique par deux aspects. Donc, l'aspect endormissement, mais aussi l'aspect endormissement et puis l'aspect puissance d'émission. Donc, chaque objet étant capable de savoir, par un biais de synchronisation, comment est-ce qu'il peut communiquer avec ses voisins, il va être capable de dire je peux parler plus ou moins fort en fonction de la distance à laquelle je suis avec mon prochain voisin. On parle également de débit. Donc pour l'instant, on peut aller jusqu'à 1 mégabit par seconde. Le standard peut prévoir plus, mais ça c'est la première phase. La deuxième phase peut monter jusqu'à 3,4 mégabits par seconde. Et potentiellement, le standard peut aller encore un peu plus loin. Mais disons que pour les premières applications qu'on voit et qui se développent, 1 mégabit par seconde est tout à fait suffisant. Alors j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous avez une idée de ce que peut être les deux lignes à l'écran? À main levée, comme ça, vous avez une petite idée? Non? Alors ça, c'est des tests qu'on a fait à côté de nos bureaux de Grenoble. Donc vous avez la ligne rouge qui représente la communication NR+, donc entre deux nœuds, point à point, et en bleu, une communication sub-gigahertz, donc sur des communications plus basse fréquence. Et donc là, on voit qu'une communication NR+, dans un milieu urbain, donc vous avez quelques photos de l'environnement, est capable d'obtenir une portée qui est 2 fois supérieure à une technologie sub-gigahertz, par exemple. Donc là, on parle vraiment d'une portée intéressante sur ce type de techno. Et on bénéficie aussi d'une technologie cellulaire, donc avec du ARC. Je ne sais pas si ça vous parle. Le ARC, c'est la capacité de faire l'acquittement d'un message entre deux envois, donc qui se fait sur une très faible courte période. Et donc tout ça permet d'optimiser la fiabilité de la communication entre les deux points. Donc concrètement, comment ça se passe? Comment ça se représente? Et si on fait une comparaison un peu avec du cellulaire dans un cas concret qui sont l'émetteur, là les compteurs électriques en l'occurrence, on voit que sur votre gauche, vous avez un réseau cellulaire où on peut avoir des zones blanches, puisqu'il n'y a pas forcément de couverture. Et puis quand on regarde sur la partie de droite avec NR+, chaque compteur ayant la capacité d'être routeur dans le réseau, va générer sa propre zone de couverture. Ce qui fait que entre les deux technologies, ici, dans le cellulaire, il faudrait rajouter potentiellement une station, alors que là-bas, tout est couvert par un seul et même objet. Ce qui fait que quand on amène la problématique dans les sous-sols, par exemple, le cellulaire va potentiellement montrer des limites avec une station qui va pouvoir peut-être rejoindre quelques points au niveau du sous-sol, alors qu'au niveau de la technologie NR+, le fait de pouvoir mailler les différents objets entre eux vont permettre de trouver des points de sortie qui vont ensuite arriver sur les stations. Donc maintenant, la technologie elle est disponible. Chez Wirepass, nous on propose des kits qui sont en mesure de vous permettre de tester cette technologie. Donc il suffit d'avoir des kits de développement chez Nordic, et nous on a une stack que vous allez pouvoir intégrer sur une gateway et pouvoir faire des tests ensuite au niveau de la techno et voir comment est-ce qu'elle performe dans votre environnement ou pour vos cas d'usage. Elle est disponible aussi et déployée par déjà certains de nos clients. Donc ici à l'écran, vous avez la carte qui a été développée par Capelon. Donc Capelon, c'est une entreprise suédoise qui fait des produits d'éclairage public. Et donc là, ils ont intégré une carte avec une antenne verticalisée qu'ils ont intégrée dans un nœud NEMA et qui vient se positionner sur un mât d'éclairage et qui va permettre justement de connecter les différents mâts d'éclairage, que ce soit sur des autoroutes ou dans des environnements urbains. Donc là, un premier exemple d'application qui peut s'étendre à la ville, puisque comme on l'a vu, on a la capacité de travailler sur beaucoup de
d'objets et donc potentiellement d'ajouter des cas d'usage au travers de l'éclairage public. Un des autres cas d'usage qui est en cours de déploiement, c'est dans le compteur électrique. Typiquement, c'est une des applications historiques de la technologie Wirepass. Et l'idée, c'est qu'on est capable de connecter des compteurs à très grande quantité, puisque rien que dans la ville d'Oslo, par exemple, on a un peu plus d'1 million 100 000 compteurs qui sont équipés avec notre technologie dans un seul et même réseau. Un autre cas d'usage qui se rapproche un peu plus du bâtiment, ou du moins dans le bâtiment, c'est l'éclairage d'urgence. Donc on a tous en tête un peu à quoi ça ressemble, mais concrètement, cet éclairage d'urgence, l'objectif de les connecter, ça va être de pouvoir faire du monitoring, donc que ce soit la batterie, que ce soit comment est-ce que le luminaire fonctionne, mais on va aussi pouvoir lui envoyer des commandes. Tout l'intérêt de pouvoir fonctionner en mode bidirectionnel. Et là, ça fait un lien avec le bâtiment, puisque on a beaucoup de choses au niveau du bâtiment, et à l'horizon 2030, on aura à peu près 300 millions d'objets connectés par an. Donc là, c'est à partir des sources de chez ABI Research. Et on voit que cette courbe, elle est vraiment très croissante en termes de nombre d'objets pour le bâtiment. Et donc, ça a mobilisé forcément beaucoup d'industriels. Ça concerne beaucoup d'industriels par rapport à l'évolution des technologies et comment est-ce qu'on va être capable de supporter autant d'objets dans le bâtiment. D'autant plus que quand on prend un bâtiment ou un ensemble de bâtiments, on voit qu'il y a beaucoup d'applications qui sont assez silotées. Vous prenez la notion de recherche de fuite, la notion d'énergie, la notion de gestion de la climatisation par exemple. Tous ces éléments sont en général très silotés et nécessitent qu'au niveau des différents acteurs, il y ait une communication qui puisse se faire. Ce qui n'est pas le cas puisqu'il y a pour l'instant encore un gros manque d'interopérabilité entre les différentes technologies qui sont actuellement sur le marché. Et puis il y a un autre aspect sur le réseau sans fil. J'en parlais en introduction avec les communications où on se souvient tous de la zone blanche et du fait qu'on n'ait pas pu terminer notre conversation au téléphone. Eh bien, forcément, avec les acteurs du bâtiment, il y a un gros manque de confiance dans les réseaux sans fil. Et c'est pourquoi la réponse de l'industrie s'est tournée vers cette technologie. En tout cas, pour l'instant, elle est étudiée dans des groupes de travail avec 3 des principaux industriels du bâtiment qui ont décidé de contribuer à un groupe de travail afin d'échanger sur les aspects certification, sur les aspects sécurité, sur les aspects interopérabilité. Et l'idée étant d'intégrer aussi d'autres acteurs de l'IoT comme Nordic Semiconductor et Last Mile Semi pour les aspects composants, Kudelski pour l'aspect sécurité, DSR et Wirepass pour les aspects stack. Et donc tous ensemble, on travaille justement à faire en sorte que ce nouveau protocole, ce nouveau standard, soit de plus en plus déployé au niveau de l'énergie et du bâtiment. Un autre aspect qui est intéressant sur NR+, c'est que vous allez pouvoir économiser, puisque comme je l'ai expliqué, vous n'avez pas de notion d'opérateur. Vous développez votre propre réseau, vous devenez votre propre opérateur, ce qui fait que vous limitez les frais d'infrastructure, vous limitez les frais de déploiement, et vous êtes capable d'opérer un réseau très simplement. On limite également les opérations parce qu'on est capable de déployer le réseau avec chaque objet qui va créer et dynamiser le réseau. Et enfin, on optimise le retour sur investissement parce que le matériel est de plus en plus abordable du fait que de plus en plus de semi-conducteurs se penchent sur la question. Donc forcément, avec les effets de volume, le matériel va devenir de plus en plus abordable. Et puis, forcément, avec d'autres stack providers, le réseau va aussi devenir de plus en plus abordable. Donc NR+, est une vraie révolution technologique dans le sens où il apporte des performances et des aspects intéressants au niveau des objets connectés à ce niveau-là. Et c'est une technologie qui est disponible, comme je vous l'ai présenté, ne serait-ce qu'avec les kits qu'on peut mettre à votre disposition et
les déploiements qui sont effectués par certains de nos clients. Et enfin, il vous permet, comme je le disais, de maîtriser votre budget, puisque bien, vous avez tout simplement la possibilité d'être votre propre opérateur et de sélectionner parmi un ensemble de fournisseurs pour développer vos projets. Je vous remercie pour votre attention et me tiens à votre dispo pour questions. S'il y en a. Oui. J'entends pas. Il va l'allumer. C'est bon. C'est bon? Bon. Vu que c'est un réseau qui est maillé et qu'il y a une notion d'auto-opérateur, est-ce que ce maillage est mis en commun quand on est plusieurs opérateurs sur le même territoire, ou c'est chacun le sien, et s'il est mutualisé, quelles sont les sécurités? Alors ce sont des choses qu'on est en train de discuter effectivement dans ce type de groupe de travail. Donc par exemple au niveau du bâtiment, que ce soit une entreprise comme Schneider ou comme Legrand, pour voir comment est-ce qu'un seul et même réseau peut être opéré. Donc potentiellement, on pourrait cloisonner les réseaux et chaque solution peut avoir son propre réseau cloisonné. Mais si on a besoin d'interopérabilité, il faut à un moment donné qu'il y ait une certaine porosité qui va permettre justement à un réseau d'utiliser d'autres capteurs entre deux acteurs par exemple. Donc la façon dont c'est fait, c'est on dispose d'un réseau général et puis après on est capable de déployer des sous-réseaux au sein de ce même réseau. D'autres questions? A priori. Ok. Merci pour votre attention du coup. Et si vous avez des questions à côté, je tiens disponible. On est sur le stand E214 si vous voulez en savoir plus avec quelques éléments de démonstration. Merci beaucoup.